Durant le dernier mois, j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous. J'ai reçu pas mal de messages et pour le coup j'ai eu les retours les plus intéressants que j'ai eu depuis le début de la chaîne. Comme vous le savez, j'ai composé cette vidéo avec quelques-uns de vos commentaires et une des choses qui est pas mal revenue, c'est l'éveil spirituel. Je vais donc un peu en parler, mais retenez bien que ça va être une vision personnelle et qu'à aucun moment je prétends détenir une quelconque vérité. La vidéo va être un peu longue, je vous conseille donc de la regarder dans un moment de calme parce qu'il y a des choses qui vont être un peu dures à imaginer. Avant de continuer, j'ai deux informations importantes à vous faire passer. La première, c'est que j'aurais dû être plus précis lorsque je disais « envoyez-moi vos expériences avec du recul ». Parce que par recul, je voulais dire avec quelques années de consommation derrière vous. Même si je m'y attendais un peu, j'ai quand même eu quelques personnes assez jeunes qui m'ont expliqué très clairement combien la drogue leur avait apporté et combien elle avait été bénéfique alors que leur consommation s'étalait que sur quelques mois. Et on parle de jeunes de 16, 15, voire même 14 ans. Et vous vous doutez que ça m'a quand même posé quelques problèmes. En fait, ça me laisse que deux options. La première, c'est de discuter avec ces personnes en restant neutre et en ne les mettant pas en garde. Mais du coup, vu leur âge, ça me rend directement irresponsable, donc c'est pas possible. Et la deuxième option, et c'est vraiment pas mon truc, mais c'est que ça m'oblige à leur faire une sorte de morale. Et là, je m'adresse à vous les gars. Votre cerveau n'a même pas fini de se développer. Et normalement, vous ne connaissez pas encore assez votre corps, ni comment il peut réagir sur la durée. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais commencer maintenant, c'est une des meilleures façons de se créer des problèmes pour plus tard. Que ce soit physiquement et mentalement. Et tout ça, faut vraiment que ça soit une évidence pour vous. La deuxième information, c'est que je pensais pouvoir réussir à répondre à tout le monde, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais j'ai clairement pas réussi à gérer tous les messages. C'est monté d'un seul coup, et malgré le fait que des fois j'y mets plusieurs heures, je me suis perdu dans plusieurs conversations. La prochaine fois je vais mieux m'organiser pour éviter d'oublier certaines personnes. J'ai quand même reçu pas mal de choses qui auraient pu être intéressantes pour pas mal de monde. Donc à l'avenir, si c'est pas trop personnel, n'hésitez pas à poster vos expériences en commentaire. Voilà, j'arrête de raconter ma vie et on passe aux choses intéressantes. Loïc est une personne qui a toujours été fasciné par la spiritualité. Il a commencé à consommer en voulant explorer les limites de la perception humaine, en voulant découvrir des choses non palpables, mais aussi voir si un éveil était possible. Pour le reprendre, il nous dit « J'ai longtemps cherché le trip magique sans jamais l'avoir vraiment trouvé. Douleur, dépression, déconnexion, remise en question, cette période d'errance semblait durer une éternité à courir après un rêve. Cela dit, des moments magiques, il y en a eu, même beaucoup, et on ne ressort pas indemne d'une période comme ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est la recherche du trip magique, la fameuse expérience produisant un déclic pouvant avoir des répercussions sur la façon de voir les choses, le caractère ou même plus globalement la vie du consommateur. Il ne faut pas le confondre avec l'éveil spirituel, qui est une sorte d'état ultime recherché par les personnes intéressées par la spiritualité. Je vais en parler un peu plus tard, mais là on va commencer par faire un petit rappel de ce que j'ai dit la dernière fois. Le trip magique est en fait un phénomène assez rare. Ce phénomène n'est en fait pas quelque chose qui se produit de la même manière chez tout le monde. Il n'y a pas qu'un seul trip magique. Il y a plusieurs états possibles permettant d'atteindre des phases de réflexion et de compréhension alternatives, toujours dans le domaine des drogues hallucinogènes. On avait vu comme exemple le kéol sous kétamine, le voyage astral sous LSD, ou encore un état de transe sous DMT. Bien qu'il soit possible de vivre un voyage astral sous kétamine ou encore sous DMT, ou un état de transe sous LSD, ou encore sous kétamine. Ce sont les différentes caractéristiques de chaque drogue qui créeront une expérience vraiment différente. Un voyage astral sous kétamine ou sous LSD, c'est le même principe, mais ça n'a rien à voir en termes de ressenti, que ce soit du côté visuel ou du côté mental. Loïc nous dit ensuite « Avec le recul, je me dis que j'ai bien fait. J'en sors grandi, confiant, optimiste, j'ai pu développer de nouvelles idées, découvrir de nouvelles sensations, voir des choses invisibles, redécouvrir le monde en changeant ma perception de celui-ci. Je vois et ressens désormais les choses de manière différente, sobre. Je m'estime chanceux d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre sans graves séquelles. » Malgré le fait qu'il n'a jamais vécu ce fameux trip en question, il peut à présent voir et ressentir les choses de manière différente. Sa perception du monde a changé, et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense sincèrement que chez la majorité des consommateurs, c'est l'ensemble des expériences qui crée le changement,
et non pas toujours le fameux trip magique. Soussou est un jeune qui lui aussi a toujours été intéressé par la spiritualité. À ses 15 ans, il avait prévu qu'il prendrait du LSD, des champignons hallucinogènes et du DMT plus tard. Il s'est beaucoup renseigné et attendu jusqu'à ses 17 ans pour commencer à consommer. Et petit à petit, il a multiplié les expériences. Alors même s'il y a énormément de choses intéressantes dans son commentaire, je vais juste relever ce passage où il explique que la prise de conscience qu'il a eue avec les substances l'ont un peu mis à l'écart vis-à-vis de ses proches. Le seul point négatif avec cette prise de conscience est que mon rapport familial a beaucoup changé. Je suis devenu une sorte de personne à part dans la famille, car je leur ressemblais de moins en moins. Mais avec le temps, j'ai su y remédier et regagner une place. Ou alors les qui sont habitués, va savoir. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, même si ça en a pas l'air, ça peut être problématique. À partir du moment où vous choisissez une voie différente et vivez des expériences différentes, eh bien vous vous écartez de la moyenne des gens. C'est-à-dire que si je prends comme sujet le sport, vous allez trouver beaucoup de personnes qui en font, c'est un sujet de société, et du coup les conversations vont être assez simples. Vous allez vite comprendre la personne avec qui vous discutez. La drogue, c'est vraiment différent. Connaître et comprendre des choses qui sont liées à des expériences hallucinogènes, c'est quelque chose qui peut créer une sorte de séparation entre vous et vos proches, simplement parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Ils ne pourront jamais réellement vous comprendre, vous épauler, ou même vous aider dans des phases difficiles qui pourraient être liées aux substances. Sans parler qu'au-dessus de ça, le sujet est très sensible, et en parler dans certaines familles ne sert malheureusement à rien. Cette prise de conscience peut être vécue de différentes manières, mais souvent elle pousse à commettre ce qui est pour moi une erreur. Et on va voir ça dans le commentaire d'Adrien Nanam. Je pense que consommer des psychédéliques n'apporte rien en soi, mais ne retire rien non plus. Je pense que la consommation provoque juste un glissement des centres d'intérêt, de la manière de percevoir les choses. Les gens qui ne consomment rien ont autant de chances de passer une vie simple et heureuse qu'un psychonaute, de passer une vie plus mouvementée mais aussi heureuse. On appartient tous au même monde, la manière de le percevoir ne nous rend pas si différents. Par exemple, ce qu'on gagne en ouverture d'esprit, on le perd vis-à-vis de la société. On perd notre légitimité à parler de sujets. Ce qu'on gagne en interrogation, questionnement interne, remise en question des fondements de notre monde, on le perd parce qu'on ne pourra plus jamais vivre dans la douce ignorance et le bonheur simple du métro, boulot, dodo. Et je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui vivent très bien comme ça et que le modèle actuel de société ne dérange absolument pas. Bref, être un psychonaute n'apporte rien de plus, on change juste de perspective, mais ce n'est ni mieux ni moins bien. Arrêtez de croire que votre façon de vivre, votre vie est la meilleure, les gens qui prodent et qui pensent que tout le monde devrait le faire, comme les gens qui touchent à rien et qui nous voient comme des tox. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre, acceptez que les gens puissent percevoir le monde différent, pas de manière plus simple ou plus complexe, juste différemment. Alors quand tu dis que ça agit quand même sur la façon de voir les choses, pour moi ce n'est pas rien. La façon de voir les choses influence tout notre quotidien. Ça serait comme dire que voyager ça n'apporte rien. On tire toujours de l'expérience de notre vécu, même des choses les plus insignifiantes. Mais plus globalement je suis d'accord avec toi. Et c'est une erreur qu'il est selon moi très facile de commettre. Je parle de tomber dans un surplus d'ego et de penser que les gens qui ne consomment pas passent à côté de leur vie. Ça c'est quelque chose que l'on entend extrêmement souvent chez les consommateurs, et pour ne pas dire tout le temps. J'ai personnellement commis cette erreur après avoir vécu mes premières expériences. Avant de commencer, je me réjouissais de ce qu'on appelle le métro boulot dodo, c'est-à-dire rentrer chez soi, jouer, aller en cours, voir sa copine le week-end. J'étais déjà quand même frustré et intrigué par tout ce qui était inconnu. Les mystères, les fonds marins, l'univers, les grandes questions philosophiques, mais au fond je me sentais comme tout le monde, noyé dans la masse, avec l'impression d'avoir fait le tour de tout ce que le monde me proposait comme expérience. Et en plus de tout ça, avec la frustration d'être tout de même bloqué par un tas de questions existentielles. La première expérience que j'ai vécue a balayé absolument tout ce que je connaissais du monde. Tout ce que j'avais compris ne reposait plus sur rien. Après mon trip, j'ai eu l'impression d'être une sorte d'être à part, parce que je ne comprenais pas pourquoi une simple personne comme moi avait réussi à accéder à des choses comme ça, comme si un nouveau monde m'avait été offert. J'ai ensuite pensé que les gens étaient aveugles, suivaient des règles sans même les comprendre, et mon erreur était d'utiliser la spiritualité pour me sentir en quelque sorte supérieur. J'étais relativement jeune et con, ça n'empêche que beaucoup de psychonautes pensent comme ça. Qu'on le veuille ou non, les drogues peuvent modifier la perception de la réalité et remettre absolument tout ce qu'on connaît en question, et c'est un fait. Mais se cacher derrière la spiritualité pour flatter son ego et se sentir supérieur, c'est une très grosse erreur. Heureusement, je l'ai compris par la suite. Maintenant, je trouve quand même surprenant que des personnes se lèvent, aillent travailler,
se contente tout simplement d'avancer en ne prenant même pas le temps de réfléchir un minimum au-delà de tout ça. Et je ne parle pas de drogue, je parle de sujets comme l'univers par exemple. Pour moi ça devrait intéresser tout le monde, ça devrait être un sujet de société. C'est dommage que beaucoup de personnes ne réfléchissent pas beaucoup par eux-mêmes, et c'est juste le raisonnement de certaines personnalités, on laisse tout simplement tout reposer sur différentes religions, des règles ou encore certaines barrières scientifiques, comme si avoir envie de comprendre les mystères du monde était une activité réservée aux fous, qu'il faudrait juste se contenter de marcher droit et de ne pas sortir des rangs, comme dans une sorte de matrice. Et c'est ce dernier point qui va me permettre d'enchaîner sur le commentaire de Joëllerie. La première raison de ma consommation était la désinhibition et le sentiment de connexion sociale amplifié. Les amphétamines étaient parfaites, mais ma consommation s'est transformée en une consommation de besoin avec le temps, là où les amphétamines sont particulièrement nocives. Et les marathons réguliers devenaient extrêmement durs à assumer. Après une pause totale de quelques mois, j'ai repris ma consommation, mais cette fois-ci avec une autre intention. Mieux comprendre, expérimenter, contempler. Et je me suis tourné de plus en plus sur les psychédéliques, tels que le LSD, le DMT et les champignons. Je ne fus pas déçu, et nombreux sont les voyages qui se sont parfaitement bien passés. Malheureusement, pas mal se sont aussi mal déroulés. Chacun des mauvais voyages m'esquinta, parfois il me fallait qu'une journée ou deux pour m'en remettre, d'autres plusieurs semaines, voire mois, et même pendant les mauvais voyages, il m'arrivait d'être frappé d'une angoisse d'une extrême lucidité, exposant les mécaniques sociétaux à mon esprit torturé. L'éveil se fait aussi dans la souffrance, et je doute qu'un éveil total et définitif sous produits chimiques soit possible. Car peu importe à quel point les yeux de mon esprit se sont ouverts, le brouillard reprend sa place avec le temps, et même si j'ai conscience de ce qui se dissimule derrière, il demeure un souvenir plus qu'un acquis. Joëllerie doute de l'éveil total, que je traduis ici par éveil spirituel, c'est-à-dire de l'état ultime qu'un psychonaute peut espérer atteindre. Alors là, ça va même au-delà de l'expérience magique, et retenez bien que ça change en fonction de chaque personne, mais en gros c'est l'état idéal dans lequel on aimerait être psychologiquement, sans substance. Personnellement, je l'associe à la sagesse et à la synesthésie avec toute chose. J'ajouterais être le plus bon possible et corriger ses défauts de personnalité. Attention encore une fois, je rappelle qu'il n'y a rien de magique. Ne pensez pas que l'on peut conserver une synesthésie de tripes une fois que les effets de la drogue se dissipent, ou que l'éveil total c'est de devenir un être parfait omniscient. Tout ça c'est clairement impossible. Ne courez surtout pas après des choses qui n'existent pas. Alors, juste une petite parenthèse pour dire que l'éveil, c'est une notion que l'on retrouve aussi en dehors des drogues. Beaucoup de personnes ont leur petite recette pour y arriver, et si vous vous renseignez un petit peu, vous allez vraiment trouver de tout. Et surtout des choses qui peuvent sembler proches de la folie. La foi envers certains dieux, les synchronisations, les fréquences, les guides qui seraient des entités dont le but serait de nous envoyer des signes pour nous faire accomplir notre destinée, etc. Alors, je vais pas tout de suite fermer mon esprit et dire que tout ça c'est n'importe quoi. Je pense qu'on peut toujours tirer des petites choses à droite à gauche et qu'il y a certaines notions qui peuvent être assez intéressantes d'un point de vue philosophique. Maintenant, voilà, attention à pas tomber sur des trucs de charlatans. Il faut vraiment tout prendre avec des pincettes. Pour retourner dans le sujet des drogues, il y a un événement assez intéressant qui s'est déroulé il y a quelques mois. Pour ceux qui connaissent Psyché de Substance, c'est actuellement le plus gros vidéaste au monde qui parle de drogue. Il a plus ou moins toujours été pour que tout le monde vive au moins une fois dans sa vie une expérience psychédélique. Et il voulait que les personnes qui l'écoutent vivent une expérience qui serait aussi intense et révélatrice que celle qu'il a vécue lors de sa première expérience. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, il a fait une vidéo où il disait s'être trompé. Il déclare après toutes ces années que finalement, il a eu tort de penser comme ça. Il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi il dit s'être trompé. La première, c'est le rôle d'un certain facteur génétique dû à la sensibilité et à l'interprétation qui varie chez chaque individu. En gros, certaines personnes seraient plus aptes ou plus disposées génétiquement à vivre des expériences psychiques très intenses, alors que d'autres beaucoup moins. Pour la deuxième, il explique que malgré tous les trips qu'il a vécu, il a du mal à rester dans son état éveillé, à cause de la société qu'il perçoit comme une sorte de matrice, et explique que peu importe l'état spirituel dans lequel on se hisse, le quotidien se chargera de nous ramener très vite à la réalité. Et pour ça, j'ai un exemple assez simple. Les valeurs que l'on tire de certaines expériences hallucinogènes sont à l'opposé de celles de notre société. Le sentiment d'unité, ou le fait d'être quelqu'un de bon, la justice, l'équilibre des choses, tout ça, ça consiste en une vision utopique, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans la philosophie des hippies. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que ce n'est pas possible. Après une expérience réussie, on est souvent dans un état d'esprit paisible, mais il faut peu de temps avant de commencer à noter des choses qui ne vont pas autour de nous.
des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre vision du monde. La société n'est pas construite d'une façon à encadrer et à consoler les personnes voulant s'éveiller et progresser spirituellement. Il est très difficile de rester dans un cercle vertueux une fois que vous avez réussi votre expérience. Parce que l'erreur, selon moi, c'est de penser que l'éveil total, c'est de se maintenir dans le même état que lorsqu'on est sous substance. Il n'y a qu'une partie lumineuse dans la spiritualité. Je pense qu'il faut au contraire bien connaître la souffrance et savoir comment gérer les choses qui affectent notre mental. Parce que vous pouvez devenir le plus sage possible et atteindre des niveaux de conscience incroyables, il y aura toujours des choses qui vous feront baisser de fréquence, des choses qui ne vous plairont pas ou qui seront indépendantes de votre volonté, que ce soit des personnes que vous allez croiser, des injustices que vous allez constater ou encore des drames que vous allez traverser. Selon moi, il faut être capable de gérer les problèmes de façon à entretenir cet état d'esprit éveillé, et c'est ça qui est le plus complexe. Je pense sincèrement que l'éveil total sans être sous substance est possible, mais qu'il demande un travail sur soi énorme, qu'il est le résultat de toutes les expériences cumulées, une grande réflexion sur sa personne ainsi que sur le monde, des bonnes mais aussi des mauvaises choses. Il ne s'agit pas d'être tout le temps heureux, il ne s'agit pas non plus d'arriver dans une mentalité de développement personnel qui prône la réussite et la productivité. Il s'agit d'arriver dans un état où l'on connaît sa place et où l'on comprend ce sentiment d'unité de toute chose. Merci à vous.